Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle séquence de Speak Up Innovation Managériale. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de facilitation à travers une présentation de ce qu'est la facilitation et en quoi cette approche, qui est une démarche structurée, peut aider un groupe, quel qu'il soit, à mieux collaborer, décider ensemble et avancer concrètement. Voilà. Donc avant de commencer, je me présente brièvement. Je m'appelle Grégoire Journet. Je suis engagé membre de l'association Apraxis depuis plusieurs années maintenant. Voilà, donc nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Solène Muret. Solène qui est facilitatrice et formatrice en facilitation, évidemment, et avec qui l'association a déjà pu bénéficier de son expertise lors d'une journée organisée à la Direction interministérielle de la transformation publique lors du mois de l'innovation publique en 2021. Voilà, donc, force de cette expérience, il nous paraissait important de la partager. Et voilà, je vais laisser Solène se présenter davantage en suivant et nous dire notamment en quoi, pour elle, la facilitation est une force et une manière de faire encore mieux équipe à travers l'émergence notamment de l'intelligence collective. Alors, avant de lui donner tout de suite la parole, je vous rappelle brièvement notre règle du jeu. On est sur un programme court, 30 minutes maximum. On s'engage à ce que à midi, ça soit terminé. Solène va nous faire une présentation de 15 à 20 minutes maximum, puis nous proposerons d'échanger et de nous poser vos questions sur le sujet via le chat là, immédiatement, et puis en direct si vous avez des questions et si on en a un petit peu de temps. Voilà, je remercie déjà tous ceux qui ont posé leurs questions en préparation de ce speak-up auquel Solène va tenter de répondre lors de son exposé. Voilà, notre speak-up, comme d'habitude, il sera disponible sur notre site internet en replay, donc n'hésitez pas à le revoir et à le partager au plus grand nombre. Et question pratique, merci de bien vouloir tous éteindre vos micros afin de garantir une qualité d'écoute optimale. Voilà, sans plus tarder, je te cède la parole, Solène, pour te présenter et nous présenter ce qu'est la facilitation. Ok, merci Grégoire. Donc je suis Solène, je suis cofondatrice d'un cabinet de conseil d'un organisme de formation qui s'appelle La Facilitation, qui est donc spécialisé en facilitation en francophonie. Et je suis, en tant que facilitatrice et formatrice, convaincue que les organisations, quelles qu'elles soient, qui placent le collaboratif et l'intelligence collective au cœur de leur système, sont des structures et des organisations qui seront d'une part plus performantes et surtout plus robustes. Et donc, ma mission, mon quotidien consiste en fait à outiller des décideurs et leurs équipes pour mieux collaborer ensemble, trouver des solutions aux défis quotidiens déjà d'une part, et puis surtout trouver des solutions pour relever les enjeux de demain, parce qu'on sait qu'on est dans un monde en transition et qu'il y a de nouveaux enjeux et qu'il va falloir relever. Et donc, pour répondre à ta première question, c'est quoi la facilitation? Ça, c'est un grand Merci. sujet. Ouais. La facilitation, pour moi, c'est comment on va créer l'espace pour activer et favoriser l'intelligence collective d'un groupe. Donc là, souvent on me dit, ouais, mais c'est quoi du coup l'intelligence collective d'un groupe? Si je devais définir ça en une phrase, je dirais que, par exemple, si on était 10, à 10, on pourrait être capable de construire 10 maisons. Ça, c'est l'intelligence collective. Ça sous-entend derrière que c'est pas parce qu'on est un qu'on est capable de construire une maison. Et donc, c'est toute la différence entre ce dont je suis capable de faire parce que je suis dans un groupe et que je ne suis pas forcément capable de faire tout seul dans mon coin. Donc, la facilitation, c'est comment on va créer cet espace sécurisé dans lequel chacun va se sentir bien pour soulever des montagnes et activer l'intelligence collective. Et donc, le facilitateur, lui, il va aider ce groupe quel qu'il soit, quelle que soit la taille, de 2 personnes à des milliers de personnes, il va aider le groupe à faire ensemble. Et souvent, la métaphore que j'aime bien utiliser pour définir un facilitateur, c'est celle du chef d'orchestre. Pas forcément dans cette notion de chef, parce que peut-être on reparlera plus tard de cette notion de posture, mais surtout parce que le chef d'orchestre, si on s'imagine qu'on est dans une grande salle ou même en extérieur face à un orchestre symphonique, ben, le chef d'orchestre, c'est celui qui va faire en sorte que la musique soit belle à écouter, qu'on prenne du plaisir à partager ce moment. Et si on n'a pas de chef d'orchestre, on aura beau avoir les meilleurs joueurs de chaque instrument, ben, la mayonnaise, elle n'est pas sûre de prendre en fait. Et à côté de ça, le chef d'orchestre, c'est le seul qui n'émet aucun son.
Donc le facilitateur, il est là pour ça en fait, pour créer du lien entre les participants, faire en sorte qu'il y ait cette harmonie qui se dégage, qu'on arrive à produire quelque chose ensemble. Et pour autant, lui, il joue pas quoi en fait. Quelle différence, parce que le facilitateur intervient à l'occasion de réunions, j'imagine. Ouais. Quelle différence fais-tu ou on peut faire entre un animateur de réunion, on a plutôt tendance, nous, c'est un animateur et un facilitateur. Alors déjà, pour moi, il n'intervient pas forcément que sur des réunions. On peut avoir des projets au long cours, mais voilà. Si on s'arrête sur l'exemple de la réunion, pour moi, l'animateur, après, tout dépend ce qu'on met derrière animateur. Mais pour moi, l'animateur, c'est un peu le côté soit un peu géo, faut créer de l'ambiance, faut que les gens, un peu des réunions, des séminaires de team building. Là, je suis animateur de team building, il faut que je crée une ambiance. Ça, c'est pas, voilà, c'est pas du tout être facilitateur. Ou c'est l'animateur, celui qui va suivre un ordre du jour et qui va s'assurer que un peu on tienne le timing et éventuellement s'assurer que tout le monde parle. Mais voilà, il suit un ordre du jour. Pour moi, c'est un peu l'image que je peux avoir de l'animateur. Alors que le facilitateur, lui, il va déjà suivre un processus. Souvent, on dit que le facilitateur, il a trois rôles. Il a un rôle d'architecte, donc il va concevoir en fait un déroulé, il va concevoir selon des objectifs à atteindre, il va avoir un vrai travail en amont. Ensuite, il va être guide, donc il va accompagner le groupe et il va piloter aussi. Il a une fonction de se dire comment je vais amener mon groupe d'un point A à un point B pour obtenir un livrable, pour obtenir une production en fait. Et cette production, elle est souvent matérielle, elle peut être, voilà, on a pris des décisions, on a trouvé des solutions, on a défini un plan d'action, mais aussi par rapport à des émotions, quand on parle de resserrer des liens ou de retisser des liens ou de confiance ou de motivation. Voilà, c'est pas forcément quelque chose de concret, de palpable, mais ça fait partie, ça peut faire partie des objectifs sur lesquels on peut travailler en tant que facilitateur et pas forcément en tant qu'animateur. D'accord, ouais, je vois bien la différence. Alors, quels sont, selon toi, les principes clés et les valeurs fondamentales de la facilitation? Euh, pour moi, c'est la confiance. Le premier mot qui vient vraiment, c'est ça. Et c'est de se dire, je suis facilitateur. Et c'est facile à dire, mais je sais que par expérience et avec tous les facilitateurs qu'on forme, c'est vraiment le premier pas le plus difficile à passer, c'est de faire confiance au groupe. C'est le groupe qui sait, en fait. Et donc, je m'en remets au groupe. C'est lui qui va trouver les solutions. Ça sous-entend aussi qu'en tant que facilitatrice, j'ai pas du tout besoin d'être experte du sujet sur lequel je vais faire travailler mon groupe. Mais j'ai confiance en eux, en fait. Je sais que voilà, ça va bien se passer, je vais les aider à faire émerger ce sur quoi on va travailler. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. Euh, Après, pour moi, il y a beaucoup d'assertivité quand on parle des valeurs. Il y a beaucoup d'assertivité, d'adaptabilité. Alors la neutralité, c'est un mot. Je trouve ça compliqué en tant qu'être humain d'être totalement dans la neutralité. On vient quand même avec notre personnalité, notre énergie, mais il y a quand même cette notion de pas faire réellement partie du groupe. On n'intervient pas en tant que tel. En fait, on joue pas, pour faire écho à ce que je disais tout à l'heure. Et puis après, les valeurs qui sont importantes pour moi, c'est déjà la valeur de clarté, de transparence, parce on n'est pas du tout on est dans l'authenticité en fait. On peut pas être dans la manipulation ou, enfin, ça, et d'un point de vue éthique, ça peut pas passer. Et puis de co-responsabilité, c'est-à-dire que je suis là pour aider le groupe. Donc j'ai ma part de responsabilité dans la réussite de la séance de travail ou du projet qu'on va porter, mais chaque personne est aussi responsable. Donc du coup, ensemble, on est vraiment dans une démarche de co-responsabilité. Ok, effectivement, on va plus loin que la simple animation de la réunion là-dessus. C'est un bon début, dis donc. C'est bien clair. Alors, tu l'as évoqué en première partie, au-delà du processus, il y a un enjeu donc de posture. Oui. C'est quoi cette posture du facilitateur pendant une session? Bah, le facilitateur, clairement, il est au service du groupe. Donc, souvent, on parle de posture haute, de posture basse, de posture neutre. Ça jargonne un peu quand on parle de ça. Euh,
le facilitateur, dans le temps imparti, il va avoir ces différentes postures-là, mais pour moi, ce qui est important, c'est qu'il soit vraiment au service du groupe et il soit là, enfin, on est un peu dans les notions de maïeutique, il est là pour faire accoucher le groupe sur le sujet sur lequel on travaille, en fait. Et donc, du coup, il va questionner, il va relancer, il va aller chercher des feedbacks, il va essayer de pousser un petit peu les participants. Mais pour autant, il n'est pas chef, il n'est pas chef dans la notion de directif, en fait. Le but, c'est de faire avec, de s'assurer que tout le monde est bien et disposé pour avancer. Et donc, il y a vraiment une posture bah, de guide, en fait, d'accompagnant. Donc, selon les temps, quand par exemple on va expliquer les objectifs, on va expliquer les consignes, quand on va lancer une séquence, effectivement là on est plutôt en posture dite haute parce que ben, on est devant l'auditoire et on va expliquer comment ça va se passer. Mais après il y a vraiment une notion de se dire comment je peux me rendre vraiment au service du groupe et faire en sorte que le groupe se sente au mieux dans les réflexions qui vont être lancées, dans les échanges qui vont être générés. Donc, il y a beaucoup j'allais dire aussi d'humilité d'une certaine façon, parce que c'est les gens qui sont là qui savent. Donc, du coup, moi, je suis à leur service mais pour que ça sorte, quoi. Ouais, donc de ce que je comprends, on n'est pas que sur un sujet technique de déroulement d'un processus. Il se combine, il y a ça, évidemment, mais à la posture de la personne qui facilite. Ouais, Oui, parce il ne va pas sans que lui. bah, surtout qu'on est là pour travailler entre humains, j'allais dire. On n'est pas des machines. Donc, il y a beaucoup le facilitateur, il doit être toujours en train de capter ce qui se passe, des signaux faibles d'énergie, d'émotion, qu'elles soient individuelles ou collectives en fait. Et donc, oui, on a des objectifs, des choses très tangibles qui sont déterminées sur lesquelles on doit converger. Mais pour autant, on va être vraiment à écouter le pouls du groupe pour savoir voilà, comment ça avance, comment on s'adapte, comment on change. Et il n'y a jamais deux groupes pareils, en fait. Donc, toujours en train c'est ce qui fait que c'est génial, hein. Et on est toujours, du coup, dans l'adaptabilité et voilà, comment on se met au service du groupe. Pour être un petit peu plus concret, est-ce que tu as des exemples, des situations ou types de réunions, par exemple? Est-ce que la Oui, facilitation, c'est exclusivement pour des réunions mode projet ou ben, pour des réunions de service plus quotidiennes ou des réunions de comité de direction, tu sais, des choses qui reviennent régulièrement, c'est adaptable. Est-ce que tu as des exemples là-dessus? oui, les exemples, il y en a plein. Au quotidien, la facilitation, elle prend toute sa place à partir du moment où on veut créer des interactions et de la participation, en fait. Donc, clairement, pour moi, la réunion, elle n'est pas descendante. L'objectif, c'est si je réunis des personnes autour d'une table, bah, l'idée, c'est que j'ai leur feedback, que j'ai leur proposition, leur avis. Donc, du coup, à partir du moment où je veux aller chercher ça, je vais pouvoir mettre en œuvre des outils de facilitation. Donc, ça peut très bien s'appliquer à la réunion quotidienne ou hebdomadaire avec son équipe, comme sur des séminaires. Souvent, nous, on intervient sur des séminaires d'équipe enfin, ou d'organisation au sens plus large ou sur des projets de transition, c'est-à-dire réorganisation de services, définition de stratégie ou de projets de service ou de projets d'entreprise. Voilà, des projets au long cours. Mais pour autant, ça s'incarne aussi au quotidien, en fait. À partir du moment où on veut créer de l'interaction et on se dit qu'on en a marre du PowerPoint descendant et qu'on se rend compte que ça marche pas du tout et que l'info, elle passe pas, bah déjà de se dire comment j'ai envie que l'info, elle soit appropriée et que savoir ce que les gens ont compris de l'info que je veux faire passer et comment on va créer des interactions autour de ça, bah, bim, on est dans l'intelligence collective et la facilitation. J'ai une question qui émerge. Est-ce que ça fonctionne aussi à distance? Oui, ça fonctionne. Je ris parce que je sais qu'il n'y a pas longtemps, on a vécu une expérience avec un outil dont on ne citera pas le nom qui est un peu galère, mais oui, ça marche à distance. Bien entendu, il faut avoir les outils numériques adaptés. Il faut avoir aussi un déroulé adapté parce qu'on ne fait pas la même chose en présentiel qu'en distanciel. Il faut aussi avoir les ressources humaines adaptées. Souvent, on peut faire des choses avec un facilitateur ou une facilitatrice
Dès qu'on tombe dans le distanciel très très vite, c'est bien d'avoir un backup, enfin un co-facilitateur, un acolyte sur qui on peut compter pour régler les bugs techniques parce qu'il y en a toujours de toute manière. Et s'il n'y en a pas, ben, tant mieux, mais au moins on a de l'aide, on a du soutien. Mais bien sûr que ça marche. Après, il faut, voilà, on ne travaille pas de la même façon. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, je parlais de processus, de séquences. On peut lancer en présentiel des séquences d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Les sous-groupes vont pas s'en rendre compte. En distanciel, je fais jamais ça parce que lancer quelqu'un, enfin, un sous-groupe en visio pendant trois quarts d'heure, je sais que je vais les perdre en fait. Donc voilà, il y a des ajustements, il y a des adaptabilités, mais ça marche bien, qu'on soit en petit groupe ou en grand groupe. Mais effectivement, il y a un côté un peu technique qui est à prendre en considération pour faire en sorte, toujours pareil, que les participants passent un bon moment. Grand groupe, c'est veut dire quoi Oui. pour toi? À Jusqu'à grand jusqu'à groupe, combien? mais il n'y a pas de limite en fait. Nous, on a déjà fait des prestats, on avait 1000 personnes. C'est juste qu'on staff, enfin, on s'organise différemment. Voilà. Mais il n'y a pas de. En soi, il n'y a pas de limite. On a déjà fait des World Café à 400 ou 500 personnes. C'est assez génial en fait parce que voilà, on envahit un lieu quand on voit tout ce qu'on produit. Enfin, voilà, c'est juste qu'on ne facilite pas à 400 comme on facilite à 10. Donc, voilà, on n'organise pas un mariage à 10 comme on organise un mariage à 400. Pour moi, c'est un peu ça, quoi. On va juste ajuster, on va s'adapter et prévoir les outils qui vont bien, collaboratifs qui vont bien, et surtout l'équipe, en fait. On va pas y aller tout seul, quoi. Et après, effectivement, à 1000, on ne fait pas ça tout seul. Non. Euh, ok. Et si quelqu'un veut se lancer, comment il fait? On se forme, il démarre un peu tout seul. Est-ce que, voilà, comme tu es formatrice, comment ça se passe? Oui, je prêcher Comment pour ça ma peut se passer? paroisse. La première chose, il y a énormément de ressources qui existent sur Internet. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut consommer, j'allais dire gratuitement, et avoir accès. Je ne saurais que lui recommander chaudement de s'inscrire à notre newsletter, puisque chaque semaine, j'envoie une newsletter dans laquelle je partage des retours d'expérience, des outils, des invitations aussi à participer à certains événements. On peut déjà commencer comme ça, en se disant, parce qu'en fait, très clairement, on part jamais de zéro. Donc l'idée, c'est de se dire ben, où est-ce que j'en suis moi et comment je vais le nourrir euh, facilement pour me dire vers où j'ai envie d'aller ou voilà, quelle est l'appétence que je peux développer sur tel ou tel sujet. Après, se former, ça, je pense que au bout d'un moment, on va vite se rendre compte de la limite du système. Et moi, comme je dis souvent, on n'apprend pas à jouer au tennis en lisant un livre. Donc, au bout d'un moment, il va falloir quand même un peu structurer et passer à l'action et se faire accompagner aussi pour voilà, passer des étapes. Et puis, voilà, je pense c'est vraiment se former à la facilitation, ça peut prendre 3 jours minimum. On a des cursus plus longs, mais ça dépend ce qu'on veut en faire et quelle est la place qu'on veut lui accorder dans son quotidien professionnel. On peut aller jusqu'à des certifications. On a un parcours certifiant de 30 heures sur le manager facilitateur. Voilà, c'est vraiment aller se nourrir de plein de sources. Il y a beaucoup de gens sur Internet. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, pour partager le site de l'Université du Nou, où on peut trouver énormément de ressources. Mais si vous tapez sur les moteurs de recherche, on en trouve plein. Ce qui est important pour moi dans la démarche, c'est de se dire, aller piocher à droite et à gauche. Parce que la facilitation, c'est quelque chose qui vit, en fait, et qui se vit. Et on peut on peut se dire, ah, mais c'est génial, j'adore ce que telle personne fait. Et puis, tel autre facilitateur ou telle autre personne va être aussi facilitateur, mais va l'approcher différemment. Et c'est un peu aller voir différentes crèmeries pour voir en quoi ça résonne. Et voilà, et de se dire, ben, OK, pour moi, il vaut mieux aller piocher dans plusieurs endroits et voir un peu comment ça résonne pour après se dire, OK, bingo. Là, je sens qu'on est bien aligné, on va se former. Il y a une communauté qui se crée derrière, j'imagine, de gens Oui, formés, de réseaux pour continuer à contribuer et à co-construire, quoi. oui, oui, oui. De toute manière, entre facilitateurs, clairement, enfin, j'ose pas dire que tout le monde se connaît, mais c'est un monde où voilà, on fait souvent des connexions. Et moi, je me dis, enfin,
Je me dis pas du tout qu'on est en concurrence face à tel autre facilitateur ou telle autre agence, parce que concrètement, pour moi, c'est pas l'esprit. L'idée, c'est de se dire ben, comment, au contraire, on peut s'enrichir des pratiques des uns et des autres, et donc du coup, aller se nourrir aussi de nos expériences, de nos spécificités, de nos expertises. Parce que l'objectif, il reste le même, en fait. C'est faire évoluer les organisations, remettre de l'humain au cœur et prendre plaisir à travailler ensemble. Donc après, il y a plein de chemins pour arriver à ça. Et l'idée, c'est de se dire ben, quel est celui qui me convient le mieux, en fait. J'ose une question. Ça coûte cher de recourir à un facilitateur pour une réunion? On va me dire tout dépend le nom, le machin, mais Oui, tout dépend. pour se donner un ordre d'idée. Euh, c'est compliqué de dire ça parce que tout dépend le nombre de facilitateurs, tout dépend le nombre de personnes qu'il y aura, euh, tout dépend les enjeux derrière. Pour moi, en fait, c'est un bon investissement dans le sens où il y aura forcément un retour sur investissement. Euh, Tu vois, pour être honnête, souvent on nous dit, ah oui, oui, on a besoin de vous pour faciliter un séminaire. Et on a le budget de la salle, on a le budget du traiteur, et puis on a le budget facilitation. Et moi, souvent, je dis, mais en fait, ce que vous allez garder, c'est pas forcément. C'est important de manger, je sais pas ce que je veux dire, hein. C'est important d'être dans un endroit sympa aussi. Mais quand on va venir, on va vraiment semer des graines, en fait. Il va se passer quelque chose dans la journée, mais le but, c'est qu'on sème aussi des graines pour qu'il en reste des choses après. Et donc, ça, c'est pas forcément des choses mesurables, mais c'est hyper important. Donc, on n'est pas dans un effet soufflé en se disant, ouais, super, comme le team building, par exemple, où on se dit, c'est génial, on s'est éclaté, on a fait des jeux. Dans le meilleur des cas, c'est ce qu'on se dit, des fois, ça rate. Et puis après, bah, le lendemain, un retour à la réalité et il se passe, enfin, tu vois, il y a un décalage. Non, là, quand on travaille ensemble sur des vrais sujets, c'est qu'on va poser des objectifs et on va se dire quels vont être nos prochains pas, en fait. Qu'est-ce qu'on va faire de ça après? Donc, il y a quand même un effet a posteriori d'un événement. Et c'est en ça que pour moi, il y a un vrai retour sur investissement et que ça se justifie, en fait. Après, ouais, je peux pas te donner de prix comme ça dépend Oui, vraiment oui, de... ça donne les critères. Un petit point de détail, un livrable de prestations d'animation, ça peut être inclus dans la prestation ou pas. Ah, carrément. Oui, moi, pour moi, c'est important. Après, euh, tout dépend ce qui est attendu. Mais clairement, tu vois, si je prends un exemple, là, j'accompagne une entreprise sur la définition de leur projet d'entreprise sur les 5 prochaines années. Elles produisent et c'est moi qui fais enfin, je les fais bosser en plusieurs séquences. Et après, c'est moi qui formalise une restitution, que ça soit un document exploitable, en fait, pour que l'entreprise puisse y travailler derrière ensuite. C'est, c'est pas obligé, mais Oui, ça fait un peu office de compte rendu de livrable que cette matière-là qu'on a collectée, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, que ça soit au maximum exploitable en fait. Justement pour éviter le côté pchit en se disant ah c'était super, mais derrière, qu'est-ce qu'on fait quoi? Voilà. Et il peut y avoir aussi, selon des préconisations. En fait, souvent, nous, ce qu'on fait, c'est que dans le livrable, on va faire une restitution de la journée ou de l'accompagnement. Et vu qu'on aura côtoyé les participants et qu'on aura aussi capté certaines choses, souvent, si on nous le demande, on est en capacité de faire des préconisations aussi, en fait, de dire, voilà, il y a telle situation qui a émergé, ou on a senti qu'il se passait ça, ou là, il faut continuer sur tel axe. Et ça, c'est une façon de donner aussi un feedback. Nous, en tant que tiers, on arrive, voilà, en toute objectivité, comment on peut aussi donner du feedback à un commanditaire pour l'aider à progresser, à continuer la démarche qu'il a engagée avec son équipe ou ses pour, pour, équipes. pour émerger, pour faire émerger un besoin de coaching, d'équipe, collectif, et de choses comme ça, hein. Carrément. L'avantage du Ça, coaching, effectivement, parce qu'on a fait des speak-up là-dessus, la facilitation n'est pas du coaching d'équipe et inversement. Donc, non. même s'il y a des liens et qu'il y a des frontières Oui, qui peuvent se faire entre les deux. Bon, c'est d'accord. cousin. Pour moi, Ok. c'est pas antinomique, mais c'est cousin parce qu'il y a quand même, des, voilà, des convergences qui se font. Il y a des outils qu'on peut utiliser dans les deux cas. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des grandes différences à avoir clairement dans sa tête. C'est pas la même chose. Ok, bah écoute Solène, je te remercie. Je pense qu'on a fait le tour de la question, au moins que tu aies autre Eh chose bien, génial. à Mais à pour un- ajouter.
Je Je pense sais que le que temps était timé, mais je pourrais en parler des Je heures. pense qu'effectivement, on est sur un format court, donc je vais remercier chacun pour sa présence et j'espère que effectivement ce programme court aura pu éveiller votre curiosité tout autant que la mienne. Merci Florence d'avoir géré la communication et la technique. Merci Solène d'avoir été présente. Donc, on vous enverra rapidement les coordonnées de Solène et le lien pour le replay. Ce qui concerne nos prochains événements, rendez-vous d'Apraxis, on n'a rien de particulier puisque l'été approche vite, mis à part de suivre notre actualité sur notre site, nos réseaux sociaux et principalement LinkedIn, hein. La Yes. newsletter sur lequel n'hésitez pas à vous abonner. Par contre, moi, j'ai envie de vous mettre en avant un événement sur lequel ceux qui veulent rencontrer Solène euh, et sa collaboratrice, je crois que vous êtes deux dans la facilitation. C'est le 19 juin prochain pour ceux qui habitent le Sud-Ouest, à l'occasion de la Fabrique du changement du Sud-Ouest, qui aura lieu, mais vas-y, continue Solène, parce C'est que juste à côté on d'Osgore. Je poursuit. ne retiens jamais le village, mais c'est juste à côté d'Osgore. Donc, le 19 juin. Voilà, c'est la Fabrique du changement. C'est quoi? C'est une journée immersive, inspirante, centrée sur la relation humaine. Voilà, Oui, avec des ateliers, des conférences, une énergie, exactement. un beau cadre dans la forêt landaise. Je ne vais pas vendre autre chose. Et ceux qui auront pu suivre, s'intéresser, pourront même, je te remercie, bénéficier d'un code promo à partager pour pouvoir accéder à cette journée toute particulière, puisque la Fabrique du changement revient. C'était des événements qui avaient Exactement. été Ouais. stoppés avant le Covid, c'est ça? Qui ont été stoppés. Ouais, on a même fait pendant le Covid. En fait, à la base, il y avait la Fabrique du changement à Bordeaux qu'on a organisée pendant 4 ou 5 ans. Et puis qu'on a arrêté. Et là, on a passé le flambeau à une nouvelle équipe et qui a relancé du coup la fabrique Sud-Ouest. Donc, puisqu'elle n'est plus à Bordeaux, elle est à Osgore. Et donc voilà, c'est très festif, c'est très sympa. Et si vous êtes dans le coin, ça sera avec plaisir en tout cas de vous y Oui. retrouver. Écoute, merci. Ça permettra de prolonger le speak-up, répondre aux questions de détail, créer du lien. Et voilà. Merci beaucoup, Solène. Merci Et à toi, Grégoire. je souhaite aux uns aux autres une bonne après-midi.